Écoutez ça. L'Europe sans l'Afrique, il n'y a plus rien. Non, on va recommencer ça. L'Europe sans l'Afrique, il n'y a plus rien. C'est l'avenir de l'Europe, l'Afrique. Tout se trouve en Afrique, les richesses, toutes les richesses minières, énergétiques, agricoles, et tout peut venir en Belgique. En Europe, il n'y a plus grand-chose. Alors que l'Europe était bien installée en Afrique, avec ses entrepreneurs qui avaient développé des activités importantes, contrôler une bonne partie de l'économie quand même sur place et développer les activités avec les retours sur l'Europe. Et on pouvait faire un genre de partenariat Europe-Afrique. Ce qui n'a pas eu lieu, l'Europe, au contraire, avec ses nouvelles règles qui sont totalement différentes des règles asiatiques ou indo-pakistanaises qui envahissent le pays, l'Afrique, le continent, a créé tout un système qui a fait de sorte que les gens désinvestissent, devaient quitter. En plus, les banques, au lieu de faciliter le développement de l'Afrique, sont occupées à fermer les comptes ici des résidents en Afrique et particulièrement au Congo. Alors, je me pose la question parfois en me disant est-ce que les banques sont complices avec les États ou les États sont complices avec les banques pour maintenir l'Afrique dans l'état de pauvreté et de maintenir certains conflits dans l'intérêt de certaines économies. C'est une question que je me pose. Or, au lieu de développer l'Afrique comme nous faisons, correctement, avec une éthique, s'il y avait plusieurs entrepreneurs qui venaient, on laissait la porte ouverte à d'autres entrepreneurs venant respecter l'éthique, on aurait de nouveau des États tout à fait solides, avec des règles bien définies, comme celles qu'on est occupé à mettre en Europe, où il a fallu le temps. Laissons le temps au temps pour que l'Afrique aussi puisse se mettre en place, en position. Et c'est cette nouvelle jeunesse qui arrive tout doucement en Afrique qui pourrait arriver à ces résultats. Bon, vous avez entendu, vous avez compris. J'espère que vous avez compris. D'où vous allez comprendre pourquoi nous sommes déterminés à mener ce combat. Et ce combat, nous ne pouvons pas le remporter si vous, les Africains, vous ne comprenez pas qui vous êtes, vous ne comprenez pas l'enjeu de notre territoire, de notre continent. On ne peut jamais parler de l'Afrique sans parler de l'Empire Congo. Quand je parle de l'Empire Congo, c'est que je parle du Congo. Vous connaissez le royaume Congo, vous connaissez le Congo et vous connaissez comment est-ce que l'Afrique, au départ, comment est-ce que l'Afrique était constituée. L'Afrique a été divisée par les Occidentaux. D'où chacun des pays occidentaux ont choisi, enfin, ils se sont partagés, ils ont divisé l'Afrique en quelques parts de gâteau et chacun a pris la partie qui lui avait été destinée. Chers compatriotes, vous avez vu là dernièrement, il y a eu le passage du chef du Vatican, le pape qui a été au Congo en RDC. D'où la RDC a dépensé beaucoup d'argent pour accueillir le pape. Le pape ne vient pas gratuitement dans un pays. Quand le pape décide de se déplacer, c'est le pays qui l'invite, qui met en disposition du pape, qui met les moyens en disposition du pape. Dans les moments qui courent, vu la situation de l'Afrique, vu la situation de la RDC, nous n'avons pas vu, nous les résistants, nous n'avons pas vu l'importance de la présence du pape en RDC. La solution de l'Afrique ne viendra ni du pape, ni des présidents, des présidents occidentaux, ni de personne. La libération et l'indépendance de l'Afrique viendra des Africains. Quand les Africains auraient pris conscience, quand les Africains ont compris leur position et prennent confiance en eux-mêmes, c'est là où l'Afrique va décoller.
L'Afrique ne décollera pas par rapport au discours que le colon, les Occidentaux vont faire dans une salle pour vous faire comprendre ou vous faire passer le message par des discours. Les Occidentaux ont eu possession de notre pays depuis 1800, de notre continent depuis 1883, d'où ils avaient eu ils ont eu à faire la conférence de Berlin, la conférence de Berlin en Allemagne, avec toute une complicité qui aujourd'hui nous avons la solution, nous avons des résultats. Les résultats de l'Afrique, c'est négatif. L'Afrique a, avec tous les potentiels que nous avons, toutes les richesses que nous avons, tout le monde vient piller chez nous, tout le monde vient chercher son bonheur chez nous, mais sauf nous-mêmes les Africains, nous n'arrivons pas à trouver d'où est ce bonheur, nous n'arrivons pas à vivre de ce bonheur. Et nous avons toujours tendance à tendre la main, croire que la solution de notre bonheur viendra de quelqu'un d'autre. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Si nous n'arrivons pas à comprendre qui nous sommes, nous allons jamais, peu importe toute personne qui viendra chez nous, toute personne qui va chercher à trouver des solutions pour nous, ça ne va jamais marcher. C'est comme aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire un devoir pour quelqu'un et que l'élève lui-même ne fournit pas ses efforts. Quand nous allons à l'école, c'est pour acquérir l'intelligence. Et cette intelligence-là, c'est nous qui allons travailler pour le mettre en pratique. Mais si nous ne pouvons pas mettre en pratique ce que nous avons appris, personne d'autre ne viendra le faire à notre place. Ça veut dire que nous allons être les assistés éternellement. Alors, chers compatriotes, là je viens de vous dire, vous avez vu l'arrivée du pape en RDC. Est-ce que la situation de la RDC a changé? Le pape est reparti, il a fait des discours, il a dit ce qu'il fallait dire, mais la situation de l'Est de la RDC reste intacte, reste pareil. Et sinon, autrement dit, c'est encore pire. Les gens continuent à mourir. Il y a de l'insécurité, il y a des massacres, il y a la guerre, parce qu'on ne peut pas dire autrement de la situation de l'Est. Ce qui se passe en Est, on ne peut pas l'appeler autrement. C'est une guerre. D'où Macron lui-même, dans leur réunion qu'ils ont eu à faire le 17 février 2023, il a parlé de la guerre, des petites guerres qui sont ailleurs au monde. Mais la guerre qui les préoccupe, c'est la guerre de l'Ukraine. Cette guerre de l'Ukraine, ça fait une année. Aujourd'hui, ils sont en train de se réunir pour trouver des solutions ou même abattre le président Poutine, parce que c'est celui-là qui est en train de les mettre, qui est en train de les intercaler. Parce qu'ils ont vu aussi que l'Afrique aujourd'hui a compris les enjeux des Occidentaux et veulent aller voir le partenariat avec d'autres personnes. D'où ils se rendent compte que leur secret, tout ce qu'ils ont fait, toutes les guerres qu'ils ont créées, qu'ils ont eu à organiser sur notre continent, va se savoir. D'où ils veulent étouffer que la vérité puisse triompher. Mais la vérité est têtue, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas les discours de Macron, ce n'est pas les discours des Occidentaux, ce n'est pas le discours du président des États-Unis, ni de celui du Premier ministre du Canada, ni les discours des plus grands de ces pays qui commandent de ce monde. Va changer la détermination que les vrais Africains qui ont pris conscience. Parce que nous savons tous aujourd'hui, moi personnellement, maman Olga, là où je suis, je sais que la solution de mon pays, la solution de l'Afrique ne viendra pas par les discours dans la langue de Molière, ou le discours dans la langue anglophone. Nous savons tous ceux qui ont détruit l'Afrique. L'Afrique aujourd'hui, prenons seulement le cas du Rwanda, le cas du Rwanda. Nous connaissons tous il y a eu des témoignages, des films, qui a organisé
le comment on appelle, le génocide des Tutsis. Il y a eu des témoignages, il y a eu le film qui s'est fait. On cite le même acteur et ce même acteur est présent sur notre continent, sur notre territoire depuis des décennies. Il n'a jamais trouvé de solution. Et aujourd'hui encore, c'est les mêmes qui viennent avec les discours pour dire que nous allons aller en Afrique pour que pour trouver des solutions. C'est eux qui se réunissent dans les salles pour parler de l'Afrique. Et ils parlent de l'Afrique en absence des Africains. Ils parlent des Afriques sans demander le pourquoi et sans demander la vie des Africains. Vous voyez à quel point ces gens-là nous minimisent. Vous voyez à quel point ces gens-là croient que nous, pour que l'Afrique survive, on doit passer par eux. Ça, cette règle doit s'arrêter. Cette domination doit s'arrêter. Ils ont créé des guerres et ils n'ont jamais trouvé de solution à ces guerres. Nous pouvons citer beaucoup de guerres organisées par les Occidentaux, par la France-Afrique. La Libye a été déstabilisée par la France. Appelons les choses par leur nom. La France a détruit la Libye. Depuis que la France a détruit la Libye, le gouvernement de Sarkozy a été assassiné, tué, massacré les peuples libyens. Quelle solution ils ont eu après tant d'années? Quelle solution ils ont eu? Le contraire, après avoir déstabilisé la Libye, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chercher leur élément qui marche à leurs besoins, qui fait les choses à leur demande, qui lui-même, il est génocide, c'est un génocide, c'est un criminel. Denis Sassou Nguesso, qui massacre les peuples Congo qui n'ont rien fait avec les armes lourdes que lui fournit la France. Mais on trouve la même personne pour aller maintenir la paix en Libye. Et depuis qu'on a donné la charge, depuis qu'on a confié que Denis Sassou Nguesso soit celui qui s'occupe de la situation de la Libye, est-ce que la Libye a changé de donne? La France a été destituée Kadhafi. La France a été déstabilisée Kadhafi. D'où aujourd'hui nous sommes en train de voir la Libye est devenue la passoire des Africains pour aller chercher le bonheur en Occident, pour venir chercher l'Eldorado en Occident. Or, si aujourd'hui ces gens-là n'avaient pas déstabilisé nos pays, n'avaient pas déstabilisé notre continent, l'Africain n'avait rien à envier des sols européens. Nous avons des exemples de nos parents dans le temps. Nos parents, quand nos ancêtres vivaient paisiblement et qu'il y avait cet échange de connaissances, nos parents venaient en Occident pour étudier, pour acquérir les connaissances occidentales et aller les pratiquer chez nous dans nos pays. Aucun de nos parents voulait rester en Europe. Aucun de nos parents avait fait même la demande, alors qu'en ce temps-là, nos parents n'avaient pas besoin de demander la nationalité. Nos parents n'avaient pas besoin de demander les visas pour voyager. Ils voyageaient avec les cartes d'identité. Mais nos parents n'avaient pas envié de rester dans ces pays. Ils venaient, ils étudiaient, ils partaient. Mais si aujourd'hui,
leurs enfants, leurs petits-enfants, nous les jeunes, nous cherchons à venir rester ici. Parce que ces gens-là ont détruit notre pays. Ils ont installé les guerres, ils ont installé les divisions, ils ont mis les ethnies contre les autres pour avoir la main dessus. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, ces Occidentaux savent la paix en Afrique, la paix en Afrique va détruire leurs intérêts. Si l'Afrique prend conscience et qu'il y ait la paix en Afrique, c'est l'Europe, c'est les Occidentaux qui seront perdants dans tout ça. D'où ils doivent maintenir la guerre, d'où ils doivent maintenir les conflits. Et ces conflits-là, vous savez bien qu'on nous a bien dit que les Occidentaux se déguisent en rebelles pour dire que ce sont des ethnies qui sont en train de se battre, pour dire que ce sont des rebelles, des terroristes, alors que ces terroristes sont eux-mêmes. Ceci n'est plus un discours que nous allons douter. Ils se sont installés au Mali pendant 10 ans, pendant plus de 10 ans. Leur président Hollande avait dit qu'ils étaient partis que pour quelques mois. Ils ont fini par rester pendant 10 ans sans trouver des solutions. Mais aujourd'hui, c'est les mêmes qui courent en Ukraine pour aller attaquer Poutine, pour trouver des solutions pour la guerre de Poutine. Pourquoi cette agitation? Pourquoi ces Européens, ces Occidentaux croient que nous allons rester toujours dans cette ignorance absolue, que nous allons toujours rester à les regarder, à les applaudir, que nous allons toujours croire que c'est eux les sauveurs, c'est eux nos sapeurs-pompiers, non les Africains. Si nous nous engageons, nous prenons conscience, comme Assimi Goïta, nous prenons conscience comme le président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré. Nous prenons conscience, nous savons qui nous sommes, nous prenons connaissance de notre identité. L'ennemi, on ne fera pas un mois que l'ennemi va périr. Mais le problème, c'est que les Africains croient que la solution viendra des Occidentaux. L'Africain croit que la solution viendra de Macron. Les Africains croient que la solution viendra de Joe Biden. Les Africains croient que la solution viendra de ce président, du Premier ministre canadien. Alors que ce sont eux les auteurs de ce que nous vivons aujourd'hui. Ce sont eux les auteurs des massacres, des guerres, sont eux les organisateurs, c'est eux qui créent cette instabilité mondiale. Et eux, ils ont le droit, vous regardez même qu'ils sont en train de prendre les décisions en se disant qu'ils doivent combattre ceux qui viennent communiquer avec leur peuple. Donc, ils nous empêchent, nous, à communiquer à notre peuple. Nous qui avons le même langage, nous qui avons la même couleur, nous qui sommes semblables aux Africains, nous n'avons pas le droit de communiquer à notre peuple. D'où ils se disent que nous incitons à la haine. À quelle haine incitons-nous? Communiquer avec notre peuple, c'est inciter à la haine. Dire à notre peuple la vérité, c'est inciter à la haine. Voilà comment est-ce que ces gens-là nous ont menti. Et ils ont instrumentalisé, changé l'histoire, vouloir passer, nous détourner de la vraie vérité. Mais cette vérité-là, nos peuples vont se rendre compte. Cette vérité-là, nous n'allons pas arrêter de communiquer ça avec notre peuple. Macron va faire une tournée en Afrique centrale. Pourquoi il se précipite? Pourquoi cette agitation? Vous avez même vu, ils sont allés jusqu'à la va-vite pour aller installer l'ambassade de l'Ukraine. Mes chers compatriotes, cette ambassade de l'Ukraine, ce n'est pas l'ambassade de l'Ukraine.
c'est l'ambassade de l'OTAN. Parce que l'OTAN veut contrôler l'Afrique. L'OTAN veut contrôler l'Afrique centrale. Le fait qu'ils n'ont plus le contrôle de l'Afrique, ils n'ont plus le contrôle total de l'Afrique de l'Ouest. Maintenant, ils veulent faire des barrières, ils veulent clôturer, faire une clôture, un mur pour que les autres nations ne viennent pas en aide en Afrique centrale, ne viennent pas s'installer en Afrique centrale. D'où vous voyez ces précipitations. Après le pape, c'est l'installation de l'ambassade de l'Ukraine à la va-vite en RDC. Et là, dans quelques semaines, il y aura la présence de la tournée de Macron en Afrique centrale. Alors, vous ne trouvez pas qu'il y a un malaise dans tous ces déplacements, vous ne voyez pas qu'il y a un malaise, il y a quelque chose qui est en train de vouloir se passer derrière ces tournées en Afrique. Là, ils sont en train d'aller vouloir voir comment est-ce qu'ils vont encore nous prendre dans l'emprise de l'esclavagisme. Et comment est-ce qu'ils vont faire pour encore nous garder dans cet état de pauvreté, dans cet état de la soumission? Alors, mes chers compatriotes, prenons conscience. Les solutions ne viendront jamais de ces gens-là. 1883 qu'ils ont commencé à exploiter sur les terres africaines. La solution, nous la voyons tous. Les conditions des Africains, nous les voyons tous. Alors qu'aujourd'hui, le développement de leur pays vient de nos richesses. Le développement de l'Occident vient du sous-sol africain, vient des produits africains. Mais voilà que ces gens-là n'ont pas pu nous donner, n'ont pas pu nous rendre la monnaie de ce que nous les avons donné. Ces gens-là nous ont payé avec la monnaie du singe, malgré que l'Africain a été aidé la France à se battre contre l'Allemagne. Aujourd'hui, ils ont oublié le rôle. Ils ont oublié le rôle que l'Africain a joué dans la libération de la France avec le conflit, dans son conflit avec l'Allemagne. Donc ces gens-là, nous ne pouvons pas compter sur eux si nous-mêmes, nous n'ouvrons pas nos yeux, si nous-mêmes, nous ne sommes pas conscients de qui nous sommes. Voilà le discours, je vais vous passer le discours de Macron lors de Munich. Et c'est là que vous allez comprendre, ces gens-là, ils sont des méchants et ne vont jamais changer. Et ils sont orgueilleux. Ils sont orgueilleux et hautains, malgré qu'ils sont en train de faire du mal que nous sommes en train de dénoncer. Ils sont incapables de demander pardon. Ils sont incapables de trouver des solutions, dire c'est le moment que nous puissions s'asseoir pour parler. Mais non, ils continuent à dominer, ils continuent à nous parler comme si on était leurs enfants, comme si on était leurs esclaves. Et vous êtes là à applaudir. Et vous êtes là à croire que la solution viendra de ces gens-là. Écoutez, mes chers compatriotes, nous sommes là pour venir vous écoutez ce discours-là. Oh mon Dieu, vous savez qu'il ne me donne plus l'accès? Qu'est-ce qui se passe? Oh, oh. Attendez, je vais aller chercher ça ailleurs parce que là,
dans mon propre email, ils ont tout bloqué. C'est sérieux, mes gars. Vous avez vu? C'est le titre. Je l'avais conservé ici. Il me donne plus l'accès. Come on. Je vais vous dire, vous voyez la différence? Là, c'est, vous avez vu comment je fais? Donc, si j'ai besoin de vous le montrer, je veux juste appuyer sur ce qui est écrit en bleu. Mais là, j'ai préparé ce discours pour vous montrer et il me donne plus. Ah, voilà. C'est bon. Excusez-moi. C'est bon. Voilà, on va tous suivre ça. On va tous suivre ça et après nous allons développer. Ne peut ni ne doit gagner cette guerre. Voilà, écoutez très bien. Doit échouer. Parce qu'on ne peut pas accepter la banalisation du recours illégal à la force, parce que sinon c'est toute la sécurité européenne, mais plus généralement la stabilité mondiale qui serait remise en cause. C'est pour cela que nous avons, avec nos partenaires européens, américains et plusieurs autres, depuis le début, été aux avant-postes de cette sécurité et de ce soutien, 10 paquets de sanctions prises par les Européens sur la Russie depuis le début, et soutien militaire, économique, humanitaire à l'égard de l'Ukraine et de son peuple, avec des conférences de soutien sur des infrastructures civiles, des équipements qui ont été transférés, des financements, une mobilisation de tout l'OTAN. Et merci, monsieur le secrétaire général, pour tout le travail fait. Et la France a privilégié à chaque fois les secteurs de plus forte valeur ajoutée, compte tenu des attentes ukrainiennes, l'artillerie, la défense antiaérienne en particulier, avec aussi un programme de formation pour des milliers de soldats. Et c'est pourquoi, dans le même temps, nous avons assumé également de renforcer, pour ce qui nous concerne en particulier en Roumanie, en Estonie, et dans le ciel européen, notre défense du flanc est de l'OTAN, mais également en renforçant notre présence en Méditerranée, où notre groupe aéronaval participe à la réassurance. Ça, c'est la stratégie assumée dès les premiers jours du conflit, parce que ce renforcement, par exemple, sur le sol roumain, nous l'avons traduit en actes et sur le sol dès la fin du mois de février 2022. Et c'est ce que nous allons continuer et renforcer. Parce qu'au moment où je vous parle, ma conviction est que nous devons absolument intensifier notre soutien et notre effort pour aider à la résistance du peuple et de l'armée ukrainienne et leur permettre de mener la contre-offensive qui seule permettra des négociations crédibles aux conditions choisies par l'Ukraine, ses autorités et son peuple. Et donc, bien qu'espérant, si je puis dire, être surpris par la paix, nous sommes prêts à intensifier aujourd'hui, car les semaines et les mois qui viennent sont décisifs, et nous sommes prêts à un conflit prolongé. En disant cela, je ne le souhaite pas, mais surtout si nous ne le souhaitons pas, nous devons collectivement être crédibles dans notre capacité à durer dans cet effort, et c'est ainsi que la France s'inscrit dans celui-ci. Voilà à la fois l'état d'esprit, la détermination, la volonté qui est la nôtre aujourd'hui aux côtés de l'Ukraine, car c'est le seul moyen de faire revenir à la table des discussions de manière acceptable la Russie et de construire une paix durable, c'est-à-dire au moment et dans des conditions qui seront choisies par les Ukrainiens. Ayant dit cela, je souhaitais lancer quelques appels en ce moment à mes amis européens et qui viennent compléter, poursuivre ces quelques convictions que je viens de partager. Le premier appel, c'est un appel à réinvestir massivement dans notre défense. Si nous, Européens, voulons la paix, nous devons nous en donner les moyens. La France prend sa part. Après une revue nationale stratégique que j'ai présentée en novembre dernier, le gouvernement vient de soumettre à la représentation nationale un projet de loi de programmation militaire qui portera notre budget sur la période 2024-2030
à 400 milliards d'euros, soit 100 milliards d'euros de plus que sur la période précédente. C'est une augmentation considérable et les Européens ont besoin de faire cet effort. Mais réarmer, c'est aussi renforcer la base industrielle et technologique de défense, faire vivre et amplifier tous les mécanismes que nous avons développés récemment, notamment à travers l'agenda dit de Versailles, il y a presque un an. De nombreux États qui voudraient aider à armer l'Ukraine dépendent aujourd'hui, en effet, parfois de décisions de pays non européens et de beaucoup d'industriels non européens. Et si l'Europe veut pouvoir défendre l'Europe, elle doit aussi s'armer, profiter de l'interopérabilité de l'OTAN, mais accélérer sa capacité à produire sur le sol européen. Je souhaite donc que nous adoptions avant l'été un ambitieux programme européen d'investissement de défense et dans l'immédiat que nous tirions le meilleur parti du Fonds européen de défense. Ce sont aussi nos cadences qu'il faut revoir. Entre Européens, nous devons regarder comment produire plus et plus vite. Et cette économie de guerre que dès le printemps nous avons voulu renforcer en France, nous devons aller encore plus loin, aller vers plus de standardisation, plus de simplification et le faire en européen. Le second appel est un appel à prendre en compte le facteur nucléaire dans cette crise. Chacun au cours de l'année écoulée a pu mesurer l'importance d'un des non-dits de ce conflit, oserais-je dire parfois par certains d'un des trop-dits de ce conflit, l'arme nucléaire. L'agression russe a été menée à l'ombre de la dissuasion. Et la dissuasion a constitué un élément important de l'autre côté de la protection des alliés. Cette situation est un rappel à l'ordre sur l'importance du rôle que joue et doit continuer de jouer l'arme nucléaire dans l'Union européenne et dans l'OTAN. La dissuasion française occupe une place spécifique qui contribue en Europe, de même que celle du Royaume-Uni, au renforcement global de la sécurité de l'Alliance. Évidemment, nos alliés américains jouent un rôle essentiel aussi à cet égard. Et je souhaite que nous réaffirmions le caractère nucléaire de l'Alliance atlantique et que nous en tirions toutes les conséquences dans l'ensemble des enceintes internationales. Je souhaite également réitérer mon offre formulée à l'école de guerre en février 2020 d'un dialogue avec les partenaires européens qui le souhaitent sur la dissuasion nucléaire française et la conception qu'a la France de la dimension européenne de ses intérêts vitaux. Mon troisième appel est un appel à repenser notre doctrine de sécurité pour assurer la place de l'Europe dans toute future discussion de maîtrise des armements. Un exemple me frappe en particulier qui concerne les missiles de portée intermédiaire. J'avais l'occasion d'ailleurs lors d'un des sommets fin 2019 de l'OTAN, Yann s'en souvient sans doute, de souligner la situation ubuesque dans laquelle nous nous trouvions, les États-Unis, avec une autre administration, décidant de sortir de certains traités, que les Russes, depuis des années, ne respectaient plus, qui concernaient notre sol sans que nous soyons partie prenante. Cette situation, en quelque sorte de minorité géopolitique des Européens, nous devons en sortir. Il s'agit de la sécurité de l'Europe, nous devons la penser, nous devons la produire, nous devons la négocier, nous devons l'assurer. Avec nos alliés de l'OTAN, mais aussi en tant qu'Européens. Les armes, je le disais, de portée intermédiaire étaient régies par le traité sur les forces nucléaires intermédiaires. La France n'était pas partie à ce traité. Nous en avons respecté les dispositions, puis nous avons constaté qu'il n'y avait plus aucun traité qui couvrait ce risque. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, nous devons en tirer toutes les conséquences. Ce serait un ajout légitime au dispositif de protection de l'Europe de raviver des négociations en ce sens. Ensuite, l'Europe doit prendre sa place à la table des futures négociations sur ce type d'instrument. Et ce sujet rejoint aussi le sujet plus général, soulevé à juste titre par le chancelier Scholz, de la défense aérienne du continent. Et je pense que c'est un bon débat qui a été posé par le chancelier. C'est pourquoi je souhaite qu'avec nos partenaires allemands, italiens, britanniques et tous ceux qui souhaiteront s'y joindre en Europe, nous puissions lancer à Paris une conférence sur la défense aérienne de l'Europe, qui permettra d'aborder ce sujet sous l'angle industriel, avec la participation de tous les industriels européens qui ont des solutions à offrir, mais aussi sous l'angle stratégique, et je dirais peut-être d'abord sous l'angle stratégique, en incluant la question de la dissuasion et celle de la frappe dans la profondeur.
C'est à la condition de ce réarmement mental et matériel que nous permettrons, je le crois, à l'Europe de tenir toute sa place dans les futurs arrangements de sécurité. Mon quatrième appel est un appel à imaginer quel genre de mécanismes permettront durablement d'éviter le cycle d'agression qu'a connu notre continent ces dernières décennies. Nous aurons besoin pour l'avenir d'un cadre qui redonne de la transparence, de la prévisibilité sur le continent, qui doit respecter des principes simples, l'inviolabilité des frontières et la souveraineté des États, réaffirmer le rôle stabilisateur de la dissuasion en Europe, rétablir un équilibre des forces sur le continent, rétablir une architecture crédible de maîtrise des armements permettant de ramener progressivement l'équilibre des forces au niveau le plus bas possible, et enfin mettre en place un cadre de règlement des crises et des conflits prolongés sur le continent, en s'inspirant peut-être des structures existantes comme l'OSCE. Évidemment, l'Europe doit être au cœur de tout cela. Et comme vous le savez, je n'ai pas l'Europe dogmatique, il y a bien sûr l'Union européenne, mais nous devons penser une Europe plus large, celle que nous avons commencé d'élaborer à travers la communauté politique européenne, qui aura un rôle spécial à jouer à cet égard, incluant des puissances qui ont parfois choisi de quitter l'Union européenne, mais restent ancrées dans les intérêts géopolitiques de l'Europe, des puissances qui n'ont jamais rejoint l'Union européenne, mais sont nos partenaires de sécurité, d'énergie et de tant de sujets, et des puissances qui aspirent à rejoindre l'Union européenne, peut-être et je l'espère la rejoindront, mais qui aujourd'hui sont à ses confins, et donc de la Norvège à nos amis britanniques, en passant par les Balkans occidentaux jusqu'à la Moldavie et l'Ukraine, cette communauté politique européenne est un cadre géopolitique pour permettre de prévenir ces crises et d'en penser le cadre et l'architecture. Et je veux à cet égard redire notre soutien à la présidente moldave Maia Sandu, qui aura organisé la prochaine réunion de la communauté politique européenne et qui a à vivre tant et tant de défis. Nous avons besoin de bâtir un nouvel espace de coopération sur notre continent. Et à cet égard, l'OTAN joue un rôle clé, et je crois que ces derniers mois ont permis de montrer que tous ceux qui croyaient qu'une Europe de la défense plus forte, qu'un renforcement du pilier de défense européen était une menace à l'OTAN, ont bien compris qu'il ne faisait que renforcer notre alliance transatlantique. Parce que tout ça s'est fait en parfaite intelligence avec nos partenaires américains, canadiens et au-delà, et que nous avons montré notre volonté de partager des objectifs stratégiques communs. Enfin, je voudrais lancer deux derniers appels très rapides à l'ensemble des partenaires européens. Le cinquième appel, c'est qu'au-delà de ce conflit aujourd'hui, Excusez-moi, là où je voulais vous montrer, j'ai commencé ça au milieu. Oh là là, c'est ça que je me disais. etc. C'est Écoutez, bien de l'Ukraine dont nous allons parler aujourd'hui. Alors un an après, le bilan est considérable d'un conflit catastrophique et injustifié. Et je voudrais ici, au fond, insister sur un point. C'est que cette guerre, contrairement à ce que je lis trop souvent, n'est pas simplement la guerre des Européennes et des Européens. Elle touche la planète entière. D'abord parce que c'est une agression privée de toute justification et que je qualifierais, comme je l'ai fait à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies il y a quelques mois, de néocoloniale et d'impérialiste. C'est bien cette vision du monde qui domine dans cette agression, qui dénie l'identité à un voisin, qui considère qu'on peut prendre une part de son territoire, voire la totalité de celui-ci sans respect, et qui s'arroge une forme de droit de tutelle sur un autre peuple. Et l'accepter, détourner le regard, fermer les yeux, c'est considérer que le néocolonialisme ou la puissance impériale est légitime, où que ce soit dans le reste du monde. La deuxième chose, c'est qu'au nom de cette vision du monde, ce sont tous les tabous qui ont été brisés. Pas seulement celui de la violation de la Charte des Nations Unies, qui a été assumée par une puissance, membre permanent du Conseil de sécurité, mais des meurtres, des viols, des crimes de guerre, des destructions systématiques d'infrastructures civiles, et donc une systématisation des crimes de guerre contre le peuple ukrainien, mais également des menaces nucléaires, et je veux ici saluer le travail sans relâche conduit par l'AIEA depuis le début et son directeur général, M. Grossi. En Ukraine d'ailleurs, comme en Iran, car ce sujet ne quitte pas nos esprits. Enfin, cette agression a sur le monde des effets calamiteux dont la Russie porte l'entière responsabilité.
la crise alimentaire, le renchérissement inouï du prix des matières premières, en dépit des mesures de solidarité que nous prenons vis-à-vis des pays les plus vulnérables. Et je sais que pour certains de nos partenaires dans le monde, c'est une affaire européenne, il y a des torts partagés. Je veux les inviter à quitter ce relativisme. Il y a bien un agresseur et un agressé. Et il y a surtout des principes qui sous-tendent cette agression qui sont clairs et que nous ne pouvons pas laisser gagner si nous souhaitons un ordre international stable et une paix durable. Bon, je vais m'arrêter là et nous allons peut-être analyser et développer ensemble. Vous savez, mes chers compatriotes, moi, maman Olgassi, je suis fière de moi parce que aujourd'hui, je ne suis plus embarquée dans les mensonges, je ne suis plus embarquée dans la kleptomanie et la mythomanie occidentale. Je fais travailler ma tête, je profite de ma présence dans ce pays, dans leur continent, pour apprendre. J'ai profité d'aller dans les mêmes écoles que eux, ils sont allés, même si je ne suis pas arrivée au niveau où à faire le master, mais le peu que j'ai appris ici dans ce pays, je fais valoriser ça et je fais marcher mon droit. Tout ce que j'ai à ma possession pour faire travailler, pour faire valoir mes droits, je le fais travailler. Je ne veux pas vivre dans ce pays en ayant peur de se faire en vivant avec la peur. Donc c'est de ça que je suis fière et c'est ça qui me donne ce droit aussi de pouvoir combattre les droits de mon pays, de pouvoir combattre tout ce que eux ils nous ont fait comprendre, la justice que eux ils nous ont fait comprendre, si je peux la faire, je peux la faire valoir ici. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous avons tous vu comment est-ce qu'aujourd'hui, après toutes ces décennies que les Occidentaux ont pris notre pays, ils sont en possession de notre pays, ils ont la domination, ils ont le droit d'exploiter, de piller, de créer des guerres, sans pourtant être punis, sans pourtant être jugés. Et aujourd'hui, ils veulent donner cette responsabilité à cette guerre de l'Ukraine. Ils veulent donner cette responsabilité à Poutine. Quand les Occidentaux sont allés détruire la Libye, les Russes, où était la présence des Russes? Quand ils sont allés envahir l'Irak, ils sont allés détruire l'Irak sous base de mensonges, d'une petite poudre dans un petit flacon, en accusant que le président, comment on l'appelle, Hussein, et le président Saddam Hussein avait la destruction, cette poudre-là était la destruction comment on appelle ça, la destruction des produits chimiques, la destruction des produits chimiques. Enfin, vous connaissez, vous qui avez suivi, nous tous nous l'avons suivi, mais sauf que le nom m'échappe. Vous avez vu qu'ils sont allés bombarder, ils sont allés détruire l'Irak sous base de mensonges. Aujourd'hui, nous savons la vérité. Est-ce que ces gens qui ont mené ce mensonge, ceux qui ont propulsé ce mensonge devant les médias, devant leurs médias, soi-disant les médias crédibles, est-ce que ces gens-là ont été punis? Aujourd'hui, Sarkozy, qui a été détruire la Libye, qui a été assassiné, le président Kadhafi, aujourd'hui, ces gens-là sont impunis. Donc, ils veulent nous faire comprendre qu'il y a des guerres qui sont... il y a des crimes et des guerres qui sont justifiés, justifiables. Quand c'est eux qui les créent, quand c'est eux qui les organisent, ils nous parlent de guerre, la guerre de l'Ukraine, alors que pendant 27 ans aujourd'hui, il y a une guerre qui est à l'Est, d'où leur présence est là et payer leur présence de sécurité
est là à l'Est, payé avec les frais du contribuable. 27 ans après, ils n'ont pas trouvé de solution. 27 ans après, il n'y a pas de stabilité. Mais ces gens-là ne veulent pas prendre leur part de faute. Ils ne veulent pas prendre des responsabilités de là où ils ont échoué. Bien qu'il admet, bien qu'ils sont venus l'admettre, le secrétaire des Nations Unies est venu et l'a dit haut et fort, l'admet devant les médias, qu'ils ont échoué. Leur mission a échoué en Afrique. Pourquoi ne veulent-ils pas aujourd'hui que les Africains puissent changer de partenaire, puisque eux, là où eux, ils ont échoué, là où eux, ils n'ont pas apporté des solutions positives pour les Africains. Et là, vous croyez que cette tournée de Macron qui va aller faire précipitamment en Afrique centrale, vous croyez que c'est eux qui va nous apporter c'est lui qui va nous apporter la solution, ou bien c'est juste pour venir encercler, nous jeter le filet dessus pour que les Africains ne puissent pas trouver des solutions à leur malheur? Qui a apporté le malheur, qui a apporté les malheurs sur les terres africaines? C'est pas eux. Eux qui ont eu à faire des réunions, des conférences de Berlin en Allemagne. Et aujourd'hui, ils retournent encore au même endroit. Quand je parle de même endroit, dans le même pays, en changeant juste de ville, aller à Munich pour pouvoir apporter des solutions aux problèmes africains. Là où eux, pendant des décennies, depuis 1883, ils n'ont pas trouvé des solutions fiables. Mes chers compatriotes, nous ne pouvons plus laisser que ces gens-là puissent nous malmener comme ils l'ont fait. Nous ne pouvons plus laisser ces gens-là puissent nous prendre en otage comme ils l'ont fait depuis tout ce temps. Nous ne pouvons plus laisser que ces gens-là continuent à nous à nous prendre en esclaves comme ils l'ont fait. Aujourd'hui, ils ont juste changé la façon de nous traiter des esclaves, car nous sommes toujours, ils veulent nous considérer toujours comme leur nègre de maison. Alors si vous croyez que les solutions viennent de ces gens-là, pourquoi depuis tout ce temps-là que nous avons ouvert les portes? Nous n'avons même pas ouvert des portes, ils ont défoncé nos portes pour venir s'installer par force chez nous, sans nous apporter des solutions. Nous avons, surtout pour le cas de l'Afrique centrale, nous avons de l'eau potable qui coule, de l'eau potable naturellement, mais c'est là où manque de l'eau dans les robinets. Ils ont trouvé des éléments africains qu'ils placent au pouvoir pour tirer sur les peuples. Ceux-là, leurs crimes ne sont pas punis. Une personne comme Denis Sassou Nguesso, à lui tout seul, a tué plus que la guerre de l'Ukraine. Mais celui-là, c'est celui qui est soutenu par les Occidentaux. C'est lui qui est soutenu par Macron. Vous pouvez regarder les images. Vous pouvez regarder la relation que a Sassou Nguesso, le criminel, le génocidaire, Denis Sassou Nguesso, qui aujourd'hui ne respecte pas les règles de la Constitution, ne respecte pas la démocratie. Parce que si Denis Sassou Nguesso respectait la démocratie, respectait la justice, il n'y aurait pas comment on les appelle, des prisonniers politiques dans son pays. Dans une démocratie, on ne maintient pas les prisonniers politiques juste parce qu'ils ont donné leur opinion. Ils n'ont qu'à nous citer dans leur démocratie occidentale, qui eux, ils ont mis en prison parce que ces gens-là se sont exprimés selon leur opinion, parce que ces gens-là, ils ont donné leur opinion. Aucun. Mais regardez aujourd'hui, ils ignorent tous les prisonniers que Denis Sassou Nguesso a mis en prison. Pas parce que ces gens-là voulaient juste faire valoir la démocratie. Voilà leur démocratie à 2 poids 2 mesures. Denis Sassou Nguesso, si Denis Sassou Nguesso était l'homme de la paix, comme il dit, l'homme de la paix et l'homme des actions concrètes, est-ce que dans le pays, dans le Congo, ils ne sont pas au courant des massacres que Denis Sassou Nguesso a fait sur le peuple congo?
Ils sont bien au courant. Dernièrement, Denis Sassou Nguesso a assassiné le président Guy Parfait Kolela, le candidat aux élections présidentielles de 2020. Qui a donné l'autorisation que ce candidat-là soit assassiné? C'est Macron. Macron avait appelé, a eu à s'entretenir avec ce feu candidat, Guy Parfait Kolela, en lui demandant quels étaient ses objectifs. Ce président, ce feu Guy Parfait Kolela, la malchance, la maladresse qu'il a commis, c'était de dire qu'aujourd'hui, à ce moment-là, il a compris que son élection, il se présente pour faire la volonté de son peuple. Or, ces gens-là, ces Occidentaux, n'aiment jamais entendre faire la volonté du peuple, faire la volonté de son peuple, du pays, pour l'intérêt des peuples. Qui aujourd'hui, vous êtes en train de voir comment ils sont en train de combattre Assimi Goïta. Parce que Assimi Goïta aujourd'hui est en train de faire la volonté de son peuple. Eux, ils veulent que les présidents qui sont au pouvoir en Afrique fassent la volonté de ces Occidentaux, fassent la volonté des pays européens, fassent la volonté de leurs intérêts, couvrent leurs intérêts. Ils veulent maintenir les Africains sous le seuil de pauvreté, de misère. Ils veulent toujours que nous soyons les indignes pour contrôler notre sol. Sinon, aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on serait même plus en train de parler? Oui, on attend que Macron vienne dans notre pays pour trouver des solutions. Kagame aujourd'hui, Paul Kagame aujourd'hui, on nous a montré ça, on nous a démontré ça de A à Z par des témoignages. Des images sont là. Son génocide a été soutenu par les Français. Et les Français eux-mêmes, ils étaient rebelles. D'où dans le Sahel, c'est ce qu'ils sont en train de faire. En voulant, ils se couvrent partout pour se faire passer comme s'ils étaient des nationaux, des ethnies qui sont en train de se battre, alors que c'est eux qui organisent des embuscades. Nous sommes tous au courant de ça. Mais tout ce que nous voulons nous demander aux Africains, engagez-vous, soyez déterminés, ne soyez pas naïfs. Qu'est-ce que vous attendez pour comprendre que notre ennemi, c'est celui qui organise, c'est celui qui soutient des gouvernements en place? C'est ceux qui fournissent les armes aux gouvernements qui tirent sur leur peuple. Qu'est-ce que vous avez besoin pour comprendre cela? Et vous croyez que c'est avec ce petit Macron que nous allons trouver des solutions de l'Afrique? C'est Macron qui va apporter des solutions en Afrique? Qui conçivent vraiment, ils sont comme ils le disent, ils sont dans la démocratie, ils sont dans la justice, qui commencent d'abord à condamner les crimes de Kagame et les crimes de Denis Sassou Nguesso, qui commencent d'abord à nous parler du problème qu'il y a eu récemment au Mali avec les soldats qui venaient de la Côte d'Ivoire, qui viennent nous parler de toutes ces choses-là, qui nous expliquent. Parce que nous savons la vérité, c'est ce que nous sommes en train de parler, de venir communiquer avec nos peuples, d'où on nous traite de ceux qui tissent la haine entre ceux qui tissent la haine entre les Occidentaux et les Africains, ceux qui sont en train de faire monter le sentiment anti-français, c'est nous autres là qu'on est en train de traiter de cela. Mais eux, ce qu'ils ont fait sur les peuples africains, comment on va les traiter? Alors, mes chers compatriotes, nous ne pouvons plus être là à se jouir du fromage, à se jouir du steak, à se jouir du vin, à se jouir des produits, des petits produits que eux ils nous servent. Chers compatriotes, battons-nous pour reconquérir notre continent. Battons-nous pour reconquérir nos terres, nos territoires.
Nous avons tout pour développer notre continent. Nous avons tout pour devenir les meilleurs. Vous avez tous vu, aujourd'hui, ceux qui ont la vision le disent très bien. L'avenir de demain, c'est l'Afrique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils ne veulent pas que l'Africain ait conscience. Sinon, pourquoi combattre une personne comme Assimi Goïta? Quel est le crime que Assimi Goïta a commis pour être combattu par ces Occidentaux? Quel est le crime que le président Traoré a commis pour être aussi combattu par les Occidentaux? Mais regardez ces mêmes personnes qui condamnent, qui s'en prennent à Assimi Goïta, c'est eux qui soutiennent la dictature de Denis Sassou Nguesso, c'est eux qui soutiennent la dictature de Ouattara. La dictature et le génocide, qui soutiennent le génocide de Paul Kagame. Aujourd'hui, ils ont donné toute la possibilité à Paul Kagame. Ils ont donné ils ont tendu toutes les armes à Paul Kagame pour contrôler l'Afrique centrale. Aujourd'hui, l'Afrique centrale est contrôlée par le Rwandais. D'où vous avez vu, à un moment donné, ils ont donné la possibilité aux Rwandais de donner le droit de sol de tous les Africains qu'on ne va pas accorder le droit d'asile en Europe, doivent se retrouver au Rwanda. Vous croyez que le Rwanda, c'est un pays où on peut laisser les gens vivre librement? Ils n'ont qu'à nous citer l'exemple de leur pays démocratique où un président est resté aussi longtemps que Kagame, aussi longtemps que Denis Sassou Nguesso, aussi longtemps que Ouattara. Alors, mes chers compatriotes, nous n'allons plus se laisser berner dans ces discours. Alors, ce matin, chers compatriotes, mon discours, mon meeting avec vous, ma causerie avec vous, mon message pour vous, c'est Macron est en train de préparer, Macron va arriver sur les sols les sols Congo. Chers compatriotes Congo, nous n'avons pas, il n'y a rien que Macron va apporter au peuple Congo qui va nous soulager. Il n'y a rien que Macron va apporter sur le sol africain qui sera pour l'intérêt des Africains. La présence de Macron, c'est de pouvoir avoir la possibilité de renfermer les Africains dans cette prison qu'ils ont toujours eu l'habitude de nous enfermer. La présence de Macron, c'est pour venir encore consolider leur relation avec des rebelles qu'ils ont installés sur notre territoire africain. La présence de Macron, c'est pour venir soutenir les criminels comme des Denis Sassou Nguesso, le Paul Kagame, Ouattara, tout ce monde-là sur notre territoire. Parce qu'aujourd'hui, ils ont plus le contrôle dans le Sahel. Et là maintenant, puisque la présence en Afrique centrale, il n'y a pas encore la présence des Russes, et là, ils sont en train de venir pour empêcher cette présence-là, pour empêcher que les Africains puissent aller voir ailleurs. Et pour terminer, c'est pour ça qu'ils sont venus ouvrir l'ambassade de l'Ukraine précipitamment sur le sort de la RDC. Et cette ambassade n'est pas l'ambassade ukrainienne, c'est pas une ambassade de l'Ukraine, c'est l'ambassade de l'OTAN. Et vous savez aujourd'hui quel est le rôle que l'OTAN est en train de jouer. L'OTAN veut avoir le contrôle de la domination du monde. À bon entendeur, salut, vive la Fédération Congo. Aujourd'hui, nous avons besoin des partenaires fiables pour contrer l'ennemi occidental. Car aujourd'hui, la guerre de l'Ukraine, c'est la guerre, l'attaque, la façon dont les Occidentaux sont en train d'attaquer la Russie. C'est comme ça, c'est pour avoir le contrôle et la domination sur l'Afrique. Vive la Fédération Congo, signez massivement
Signez massivement la pétition de la Fédération Congo. Seule la lutte libère. Le peuple gagne toujours. À bon entendeur, salut.